Salut, c'est Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, on va parler de dépression, de comment différencier un bon psy d'un mauvais psy, et de comment YouTube essaye de m'hypnotiser à mon insu, ainsi que tous les autres producteurs de contenu. L'homme moderne, soi-disant civilisé, se retrouve prisonnier d'une terreur semblable à l'homme des cavernes. C'est pourquoi les gens essayent de noyer l'invisible angoisse qu'ils portent en eux dans les eaux mouvantes de tant de diversions qu'ils nomment culture. Castellani. L'immense majorité des gens que je peux croiser au quotidien sont perdus, littéralement perdus. Dites-moi, comment allez-vous? Eh ben, ça va et puis ça va pas. Un peu d'angoisse, un peu de stress, de l'incertitude. Alors je me suis dit, si je vais voir mon médecin, au moins lui, il pourra me dire, durant toute la putain de Et ils consultation. ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils sont littéralement perdus. Il faut dire que c'est pas évident de se rendre compte de soi quand on peut pas se dire aux autres. L'être humain fonctionne comme ça, avec un jeu de miroir et de reconnaissance mutuelle pour prendre conscience de ses propres émotions. Parce que, effectivement, en termes de convention sociale, dans la plupart des milieux, il n'est pas forcément ok socialement parlant de pouvoir dire qu'on est perdu, aliéné, coupé de soi, voire complètement dépressif. Qu'est-ce que tu veux, fiston? J'ai peur de le dire. Vous allez m'envoyer en maison de fous. Bart, de nos jours, il n'y a plus de maison de fous. Tous ces gens sont dans les rues. La méthodologie pour arriver à cette conclusion me semble extrêmement discutable quand on regarde un peu les études dans le détail. Notamment, ça voudrait dire aussi que n'importe quelle personne qui passe 10 ans, 20 ans, 30 ans de sa vie à écouter les plaintes et les malheurs des gens, au hasard les psys, finirait forcément dans un état complètement taré, et ça n'est bien évidemment pas le cas. Hey. Imagine que tu aies ton pénis, c'est pas sorcier. Marc, s'il te plaît. Fous-moi la paix. Alors, ça vient? J'y arrive pas, Marc. Mais qu'est-ce que vous avez ce matin, tout bordel? Je te demande, t'as déjà vu un sexe? Eh ben t'as qu'à t'imaginer que t'es un sexe! Un sexe! Avec des poils partout, c'est pas sorcier! Jadis, ce sentiment était totalement ok, beaucoup plus accepté qu'aujourd'hui. La religion, d'ailleurs, se basait largement là-dessus, et on pensait en fait qu'il existait dans le cœur de l'homme une espèce de trou en forme de Dieu, si j'ose dire. Le manque était normal, banal, intégré au quotidien. Il fondait même d'un certain point de vue l'ordre social, et les gens cherchaient plutôt une résolution collective à cette question du manque ressenti. Pour rappel, le fait de se penser soi-même comme indépendant de ses ancêtres et de ses aïeux est quelque chose de relativement récent. Autrefois, on se déterminait essentiellement par son ascendance. Aujourd'hui, l'idéologie que de Beauvois appelle le soi-isme tend de plus en plus à nous faire refouler la chose, notamment via deux illusions majeures. La première, c'est la société dite du divertissement, que la novlangue moderne confond et amalgame allègrement avec la notion de culture, et qui vise justement à maintenir le cerveau dans un état d'excitation permanente. J'y reviendrai. La deuxième, c'est l'illusion que nous pensons par nous-mêmes, alors que nos cerveaux, en fait, sont majoritairement pilotés, littéralement, par des injonctions hypnotiques non conscientisées, provenant de la socioculture, des parents, des spin doctors, des médias, etc., etc. Mais ouvrir les yeux sur cet état de fait est très très loin d'être agréable. Je l'avais déjà évoqué dans une vidéo précédente, mais nous avons tendance à surévaluer les facteurs individuels analytiques aux facteurs globaux systémiques pour des raisons essentiellement d'économie cognitive et d'absence d'entraînement cérébral également. Richard Savin-Williams, comme ça, avait étudié les dynamiques sociales des groupes de campeurs, et il s'était rendu compte que dans chaque groupe de campeurs, vous aviez un certain nombre d'archétypes qui revenaient de façon régulière. Vous aviez par exemple le mâle alpha, vous aviez la brute taciturne, vous aviez le mec un peu rigolo, et vous aviez le bonnet un peu sympathique comme ça.
Et il a fait des expériences et il a pris, par exemple, les mâles alpha de chaque groupe de campeurs et il en a fait des nouveaux groupes de campeurs. Et il s'est rendu compte que dans ces nouveaux groupes de campeurs composés essentiellement de alpha, on retrouvait à nouveau une structure avec des rôles, un alpha, une brute taciturne, un rigolo, un mec bonnet, etc. Il a fait la même chose avec tous les rôles. Ce genre d'études avait déjà été fait auparavant, notamment dans les années 20, dans des gangs des rues, ce genre d'études a déjà été fait avec des souris, etc. Enfin, en tout cas, il semblerait que nous correspondions comme ça à un certain nombre de rôles qui sont déjà pré-pensés pour nous, et que nous y rentrions, et que donc cela ne dépende pas tant de facteurs analytiques intrinsèques à la personne, mais bel et bien de facteurs systémiques de dynamique sociale. En fait, nous croyons que nous pensons des choses sur nous-mêmes, sur les autres, sur notre place dans le monde, etc. Alors qu'en fait, comme dirait Gurdjieff, ça pense en nous. Et c'est pour ça qu'une des bases fondamentales en hypnomachie, c'est d'être capable de lâcher ce qu'on pense sur soi, sur le monde, sur sa place entre soi et le monde, au moins en tout cas à l'espace d'un instant. Arrête de chercher à tout contrôler, laisse faire les choses. Je parle pas de se soumettre à mon autorité et de renier totalement ce que l'on est, bien sûr, ça ce serait totalement sectaire et c'est évidemment pas ce que je vous dis. Je parle juste d'être capable de vider sa tasse pendant 3 secondes, d'abandonner pendant 3 secondes ses représentations, ses émotions, ses ressentis, etc. à propos de quelque chose, juste de dire attends, stop, on met une pause, on regarde, on voit. Est-ce que c'est ah oui c'était intéressant ou pas? Si c'était pas intéressant, on remet ce qu'on avait. Si c'était intéressant, on a été enrichi de quelque chose. Et à ce moment-là, on constate simplement que tout va bien et que seule en fait la forme extérieure des choses a changé, mais qu'à l'intérieur en fait je est toujours je, le soi est toujours le soi, et que seule la façon de se relier au monde ou d'interagir a changé uniquement. Par exemple, il y a pas très longtemps, j'ai quelqu'un comme ça qui m'a contacté en message privé sur Hypnomachie, en gros pour me dire qu'on était foutus et qu'on allait être envahi de noirs et d'arabes avec des QI de 80. De quoi ça parle, le nègre et la crise mondiale? Ça explique, de toute évidence, que leurs capacités ne sont pas les mêmes que celles de notre race. D'ailleurs, l'histoire nous l'enseigne. Ils n'ont évidemment pas assez d'esprit pour tout comprendre. Bon, alors, outre le fait que la baisse du quotient intellectuel à l'échelle de l'espèce ne soit pas forcément une mauvaise chose dans l'absolu. Oui, c'est une idée un petit peu originale que j'ai mis au point comme ça depuis des mois, et que j'ai réussi enfin à formaliser avec clarté. Je vous en reparlerai probablement dans une autre vidéo, parce que là, ça demande vraiment tout un développement, probablement dans la vidéo sur le quotient intellectuel, que je repousse, il est vrai, depuis des mois, tant elle est complexe. Et voilà, et donc avec cet auditeur, je constatais malheureusement une incapacité à défusionner comme ça de certaines représentations, de certaines émotions, de certaines peurs et inquiétudes. Et ce jeune homme est malheureusement loin d'être un cas isolé, en fait. C'est même la norme dans l'espèce humaine, à moins d'un certain entraînement cérébral ou d'un certain niveau de culture, puisque nous n'apprenons pas à l'école à défusionner comme ça de nos représentations et à prendre soin de notre système nerveux. Et comme disait Alfred Korzybski, si vous ne vous occupez pas de votre cerveau, c'est votre cerveau qui s'occupera de vous. Et tout le monde s'en fout. Ces pensées et ces émotions automatiques sont à la vie psychique ce qu'un écran de veille est à votre ordinateur. C'est-à-dire que, d'ailleurs, au passage, on observe comme ça une certaine corrélation entre le temps passé devant les écrans et une forme d'appauvrissement de la vie psychique. Je vous en reparlerai dans une vidéo qui traitera entre autres de ce thème. Ce prêt-à-penser comme ça se perçoit relativement clairement sur YouTube, notamment lorsque l'on voit les thèmes abordés. Bien sûr, il est normal qu'il y ait des mouvements d'actualité comme ça et que les youtubeurs, les blogueurs, les journalistes récupèrent les thèmes qui font l'actualité, Notre-Dame brûle, machin, etc. Ok, on fait une vidéo dessus, voilà. Certains appellent ça du putaclic, d'autres considèrent que c'est simplement justement le principe de l'actualité. Mais qu'est-ce que c'est l'actualité quand on y réfléchit ? L'actualité, ce sont simplement des événements ponctuels qui racontent autre chose que les grands cycles éternels. Les grands cycles éternels, oui, parce que quand on y pense, l'homme fait toujours la même chose depuis la nuit des temps. Il naît, il grandit, il fait des enfants, il meurt, il a toujours les mêmes guéguerres depuis des millénaires, les mêmes révoltes, les mêmes combats. Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui laissant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force. Non, merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci. De trouver du talent comme Mazette,
être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure, François !» Non, merci. Pour autant, qui décide ce qui fait l'actualité ou non? Chaque jour, il y a des milliers de faits qui arrivent sur la planète, qui sont dignes d'intérêt en tant que tels et qui ne sont pas repris par les médias mainstream. Donc c'est bien qu'à un moment donné, il y a des gens qui décident qu'est-ce qui va faire l'actualité et qu'est-ce qui ne va pas faire l'actualité. Hein. Et contrairement à ce que disait ce journaliste dont j'ai perdu le nom, hein, si vous voulez me rappeler son nom en commentaire, n'hésitez pas, il disait si une information n'a pas été reprise dans les médias mainstream, c'est forcément, ou en tout cas c'est un bon indicateur du fait qu'elle est fausse. Ben non, c'est simplement qu'elle n'a pas été reprise dans les médias mainstream. En fait ça c'est juste simplement un heuristique de pensée qui essaie de se faire passer pour de la réflexion. Et c'est embêtant parce que ça nous ouvre la porte sur un biais cognitif de disponibilité des informations. Hein. Vous avez par exemple Paul Slovic et Sacha Lichtenstein qui ont réalisé toute une série d'études dans lesquelles ils demandaient aux participants qu'est-ce qui est le plus probable de vous arriver. Par exemple, amis auditeurs, est-ce que vous avez plus de chances d'être atteint de botulisme ou d'être foudroyé lorsqu'il fait de l'orage? Et le botulisme était jugé plus fréquent, alors qu'en fait, non, on a 52 fois plus de chances de se faire foudroyer, voilà. Et donc du coup, comment est-ce que les gens choisissent qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver? Et ben ils le choisissent strictement par rapport au nombre d'occurrences informationnelles auxquelles ils ont été exposés. Autrement dit, on parle relativement peu des gens qui sont foudroyés, et donc on a tendance à sous-estimer ce risque. Hein. Ils ont refait cette expérience avec les attaques de requins, mourir comme ça en tombant d'un immeuble, enfin voilà, et on se rend compte qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre la présence médiatique d'une information et le fait que les gens considèrent que cette information peut arriver. En fait, c'est de la pure manipulation du système 1, du système émotionnel. C'est ce dont je vous parlais un petit peu en fait dans la vidéo bonus numéro 20, disparaître, l'art de disparaître. En fait, il est très facile de disparaître, il suffit de ne pas parler d'une information et donc ça finit par passer sous le radar du système émotionnel. Après, au-delà de l'actualité, vous avez aussi des sujets relatifs au siècle dans lequel nous vivons. Hein. Autrefois, on avait des conflits dialectiques entre la raison, les passions, mon mari, mon amant, etc. Le devoir et puis les affres de l'âme, etc. Alors, je vais pas vous refaire tout Corneille et tout Racine. Aujourd'hui, on va être sur l'homéopathie, science ou placebo, vraiment prouvé ou pas vraiment prouvé, des conflits mimétiques de ce genre-là. On va être sur réchauffement climatique, comment convaincre mon voisin ou ma grande-tante de sauver la planète, etc. Voilà, ce sont des thèmes qui dépassent l'actualité et qui relèvent de l'ère du temps et des préoccupations de l'époque. Mais ça, je peux vous dire qu'en tant que youtubeur, quand on a un peu accès à l'arrière-cour du YouTube game, comme ça, je peux vous dire que YouTube joue carrément un rôle d'influenceur social en nous disant quel sujet on peut traiter et quel sujet s'en le souffre. Et pareil pour l'algorithme Facebook, hein. Personnellement, je rencontre au moins 6 fois par jour, vous je ne sais pas, mais moi j'ai au moins au minimum 6 publications par jour qui traitent du réchauffement climatique, c'est très clair. L'algorithme veut que je me préoccupe de ça et veut impacter mon cerveau en mettant en avant ce type de contenu et ce type de thématique. Mais ce qui est terrible avec ces influences hypnotiques comme ça de Tinder, de Facebook, de YouTube, c'est que les producteurs de contenu, les youtubeurs, vont finir par croire que les idées de vidéos qu'ils ont et de thèmes qu'ils ont envie de traiter en fait finissent par venir d'eux-mêmes, alors qu'en fait ça a été injecté discrètement dans leur cerveau par l'ingénierie sociale de YouTube, de Facebook, etc. Et des différentes personnes qui tiennent ces réseaux-là. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus motivant pour un créateur de contenu, pour un travailleur qui va en plus travailler gratuitement, de croire que l'idée vient de lui. Hein, ça a largement été étudié en psychosocial. On sait que les gens sont beaucoup plus productifs et beaucoup plus heureux de faire leur travail quand ils pensent que l'idée vient d'eux-mêmes que quand ils se rendent compte qu'on leur a soufflé une idée et qu'en plus on les pousse à travailler gratuitement ou quasi gratuitement, puisque le système de don par Tipeee n'est pas vraiment tout à fait l'équivalent d'un salaire clair, net et précis et relève d'une logique de don et pas d'une logique contractuelle. Bref, arrêtez de croire que vous pensez, arrêtons de croire que nous pensons alors que nous ne faisons qu'obéir à des injonctions hypnotiques des médias, des spin doctors et de la socioculture dont nous n'avons même pas conscience. Un des critères pour essayer de voir dans quelle mesure on arrive à penser, c'est l'originalité, la créativité. C'est est-ce qu'on arrive à proposer un contenu réellement original et pas uniquement sur la forme mais aussi sur le fond.
C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à penser ces sujets en apportant vraiment quelque chose de nouveau qui n'a jamais été dit, qui n'a jamais été proposé, ou en tout cas pas sous cet angle. Parce que sinon, en fait, on ne fait que reprendre ce que d'autres personnes ont déjà dit, on ne fait que reproduire des mèmes de la socioculture en obéissant comme un bon petit soldat, sans que ça vienne du soi, en fait, pour reprendre ce que je disais dans d'autres vidéos. Parce que être capable de générer un contenu singulier par rapport à juste copier, en fait, c'est la même différence qu'entre s'inspirer et plagier. Je m'inspire directement de ce qu'il fait. Attention, là je parle ici de créativité sans effort, je ne parle pas d'une espèce de volonté de faire original ou de paraître original. Simplement, quand on est posé dans son soi, en fait c'est une conséquence du fait d'être posé dans son soi que de proposer aux gens, au monde, un point de vue unique puisque provenant du soi et pas de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas d'effort comme ça pour combler le vide de soi par une tentative de sur-originalité, évidemment. Bref, on assiste là à une standardisation des thèmes abordés et des contenus en lien directement avec la demande du public. L'autre jour, j'avais une bonne amie qui me disait qu'elle s'était retrouvée embarquée, elle sait pas trop comment, dans une espèce de grande meeting, vous savez, les grands messes comme ça à l'américaine, dans lequel il y a un orateur qui est là, qui débite son discours devant un parterre de personnes, et elle arrivait comme ça à prédire chaque phrase que l'orateur allait dire avant qu'il ne la dise, tellement le contenu était scripté, tellement le contenu était pensé et pré-pensé pour des gens qui, ne se rendant pas compte qu'ils obéissaient à des injonctions hypnotiques comme ça, étaient sur des rails, et il suffisait simplement de suivre les rails et puis de leur donner le contenu conforme au script en fait. Moi j'y crois pas à l'hypnose. Je suis sûr que c'est truqué là, c'est que des complices. Plus le mensonge est gros, plus il passe, plus souvent il est répété, plus le peuple le croit, disait Goebbels. Et en psychologie sociale, effectivement, l'effet dit de simple exposition n'est plus à démontrer. On sait qu'à force de voir les mêmes contenus qui vous disent les mêmes choses et de penser dans la même direction, à force, le cerveau finit par se faire littéralement hypnotiser. Et tant pis si cet usage de l'hypnose de masse comme ça à la louche produit une génération de jeunes gens complètement terrorisés, terrifiés, paralysés par ce qu'on appelle l'éco-anxiété, un nouveau trouble psychologique qui vient d'arriver en ce début de 21e siècle comme une conséquence directe de cette hypnose de masse réalisée par la propagande écologiste sans aucun discernement. Sur ce sujet, je vous renvoie à la vidéo vers une pratique écologique de l'écologie. Bref, qu'il est facile comme ça de traumatiser des cerveaux sans défense. Parce que des fois, la seule façon de se sentir bien, c'est de faire que les autres se sentent mal. C'est Jean Kelevitch, comme ça, qui mentionnait à quel point nous savons tous intellectuellement que nous allons mourir, mais à quel point nous n'arrivons pas à y faire face dans nos tripes. Carlos de Azagra, comme ça, parlait de tampon de conscience à cet endroit-là, de quelque chose qui empêchait la digestion de cette prise de conscience. L'être humain est tellement paniqué par le fait qu'il va mourir, qu'il va se retrouver totalement annihilé, comme ça, que ça court-circuite littéralement son néocortex, ça a été observé par IRM, et les humains passent ainsi leur temps à se raconter des fictions pour ne pas avoir à y faire face. Alors, qui je dois zigouiller aujourd'hui? Pas ça! Tout mais pas ça! C'était qui avant déjà? Et comprenez bien que ces réactions automatiques, automatisées comme ça, sont à la source de toutes les névroses, de toutes les souffrances psychiques. C'est dans la tête la souffrance. Et à en juger par le décor, nous sommes dans ta tête. En 1966, Jacques Lacan conseillait comme ça à ses psychanalystes déjà d'aller chercher leurs propres angoisses, d'aller les explorer, afin d'être eux-mêmes plus souples, plus compétents pour essayer d'accueillir les angoisses de leurs analysants. On rejoint d'ailleurs par cette suggestion un principe fondamentalement mésotérique qui consiste à travailler sur l'être, au-delà des simples connaissances livresques, ce qu'on appelle le savoir mort exotérique. En fait, ça fait un moment que les psychologues comme ça se posent la question de qu'est-ce qui se passe neurologiquement, je veux dire, quels sont les facteurs clés dans le processus d'aide thérapeutique qui amène un individu à pouvoir sortir de sa souffrance avec l'aide d'un autre. Qu'est-ce qui se passe neurologiquement à ce moment-là? Il semblerait que ce soit avant tout la qualité d'être du thérapeute, la qualité de la relation qui soit thérapeutique et qui opère au final bien plus que la technique en tant que telle. Vous allez crier, nous sommes beaux, nous sommes fiers de notre corps. De nombreuses pistes ont déjà été explorées par tous les professionnels, histoire de s'attaquer comme ça à ces pensées, à ces émotions automatiques qui constituent en fait la brique de base de toutes les névroses et de toutes les souffrances psychiques.
Si je déconseille avec clarté l'hypnose, et je vous ai déjà expliqué pourquoi dans des vidéos précédentes, de nombreuses critiques tout à fait justifiées furent également formulées vis-à-vis de la psychanalyse, hein, évidemment. Ah, je suis psychanalyste, je suis pas une poubelle de l'âme. 77,9% des gens se disent satisfaits de leur psy, soit 22,10% d'insatisfaits. 22,10 ? Oh docteur, il y a des chiffres qui me font mal. En fait, j'ai trafiqué les chiffres, c'est 80% qui sont satisfaits, mais j'avais besoin de vous donner les chiffres d'avant pour pouvoir placer le rush que je viens de vous mettre. Si évaluer la satisfaction des patients est plutôt simple, hein, donc globalement, comme je vous ai dit, 80% des gens sont plutôt satisfaits de leur psy après un an de suivi et de thérapie. En fait, l'évaluation scientifique des psychothérapies est un véritable casse-tête épistémique. Hein. Alors ça semble logique de se baser sur des nosologies, mais en fait ça l'est pas du tout. Au départ, les gens se disent, bah voilà, on va séparer les différentes maladies, les différents problèmes psychiques en un certain nombre de troubles, donc on va avoir, je sais pas, la boulimie, l'anorexie, l'insomnie, le machin, etc. Et ensuite on va regarder les différentes techniques, hypnose, psychanalyse, TCC, machin, et lesquelles marchent pour tel trouble. Hein, ça semble logique, ça semble bien carré, comme ça on peut faire des chiffres, des tableurs Excel, etc. Sauf que en fait, la question c'est pourquoi est-ce qu'on coupe le réel à tel endroit et pourquoi on le coupe pas à tel endroit. Et en fait, les deux découpages sont tout autant valables, tout autant valides, et ils vont naturellement induire un certain nombre de biais dans la réflexion. Moi, c'était une question que j'ai posée quand j'étais en fac de psycho. Naturellement, on m'a dit c'est comme ça et c'est pas autrement, ferme-la, t'es en première année. Et sauf qu'avec le recul, avec les années, j'ai bien compris qu'il n'avait en fait aucune réponse et qu'il ne faisait que défendre le dogme établi. Or, les biais qu'on va introduire justement en choisissant telle ou telle nosologie, vont être quasiment plus significatifs que les résultats qu'on va avoir en bout de chaîne quand on va faire des études sur le sujet. Ce qui fait dire d'ailleurs à Kate Alslop de l'université de Liverpool, les étiquettes psychologiques sont un système catégorique fallacieux. Et je la rejoins totalement. Des gens de commerce font des catégories pour mieux prescrire les médicaments. Ces médicaments soulagent. On fait toute une théorie qui permet de nous faire croire que l'explication de l'âme et de la souffrance humaine s'explique par la modification de certaines molécules. Et ça, on le fait toujours. Et on le fait pour les psychothérapies aussi. Vous avez Gaston et Gaston, comme ça, qui proposent le chiffre, qui évalue le chiffre à 45% de l'interaction, l'alliance entre le psy et le thérapeute. Ça veut dire que une bonne alliance entre le psy et le thérapeute, le fait que ça colle bien, qu'ils se reniflent bien l'un l'autre au niveau humain, et ben ça joue dans 45% du processus thérapeutique global. Bon, honnêtement, la production de tels chiffres me laisse rêveur, mais quand on regarde comment est-ce que vous calculez ce chiffre, c'est rempli de biais de toutes sortes. Bref, vous l'avez compris, chacun y va de sa petite narration. Que voyez-vous sur ce dessin ? Des seins. Et là ? Des fesses. Là, je vois des gens tout nus qui y tirent à l'arc. D'où l'importance d'aller regarder par soi-même les études, les protocoles, pour en comprendre les failles, pour en comprendre les limites, pour en comprendre les champs d'application, et relativiser un peu ces chiffres sensationnels qui sont balancés comme ça dans les médias, pour en finir avec les narrations simplettes du genre, les heuristiques de pensée, genre la psychanalyse c'est dépassé, ou je te fais arrêter de fumer quand tu veux sous hypnose, et autres conneries. Bon, ça va 5 minutes pour Biba Magazine, c'est bien pour le business, mais si on veut faire de la psychologie un petit peu sérieuse, et ben ça n'est pas sérieux, justement. Pendant longtemps, on a pensé qu'il pouvait y avoir des facteurs génétiques. Alors, il y a pas longtemps, je suis tombé comme ça sur un papier qui torpillait quand même pas mal la piste génétique, hein, qui a été réalisé par l'Université du Colorado, réalisé sur 620 000 personnes. 620 000 personnes quand même, hein. Et qui torpille donc l'hypothèse du gène SLC6A4 à variante courte, hein, qui est un gène qui code le transport notamment de la sérotonine. Voilà, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas aussi vraisemblable que ce qu'on a pendant longtemps pensé. D'autres explorent le lien avec l'alimentation et le microbiote, et notre alimentation, en fonction de notre terrain, pourrait favoriser ou non différentes réactions inflammatoires. Et certaines personnes modélisent la dépression comme étant une réaction inflammatoire au niveau cérébral, et donc changer son alimentation ou la modifier pourrait permettre de prévenir, voire d'empêcher certaines réactions dépressives. Très important de faire attention à ce qu'on mange et à éviter les mauvais mélanges. Oh, vous êtes plus dodu que je l'imaginais. Oui, ça s'est dégradé, mais alors brusquement. Vous savez quoi ? Oui. J'ai envie d'huîtres, j'ai envie de champagne, j'ai envie de beaucoup de champagne. Si vous mélangez Xanax et champagne, c'est de la folie.
D'autres, comme Amelia Grosso de l'université de Pavia, proposent des narrations autour des liens entre dépression et troubles de la fonction respiratoire, hein, l'asthme, les rhinites, etc., qui pourraient favoriser aussi la dépression. Malheureusement, en regardant de près, son protocole ne se base que sur 2227 personnes. Bon, c'est déjà un échantillon respectable, bien que moindre par rapport aux études que je vous ai déjà citées, mais surtout, ça se base sur des questionnaires et du déclaratif. Je veux dire, merde, en 2019, sérieusement, en 2019, on accorde encore du crédit au déclaratif. Je veux dire, déjà, en 1934, vous aviez un monsieur qui s'appelait Lapierre, comme ça, qui travaillait sur le racisme anti-chinois et anti-asiatique. Vous êtes raciste! Mais non, mais je vous jure que non! Pourquoi, alors que ça fait plus d'un siècle qu'on sait qu'il y a très peu de corrélation entre ce que les gens disent et ce que les gens font, entre les comportements et les attitudes? L'université de l'Arizona et du Texas avait proposé comme ça une étude dans laquelle il montrait que les liens entre le discours qu'on tenait sur l'image de soi et les comportements effectifs étaient de 0,27, une corrélation de 0,27. Je veux dire, on va vraiment se baser sur une corrélation aussi faible pour essayer de produire un papier? Certaines personnes ont exploré la pleine conscience, notamment, pour essayer d'aider les gens qui étaient dépressifs à sortir justement de ce marasme, à revenir à l'ici et maintenant, et à couper court comme ça aux idées automatiques et aux émotions automatiques. J'ai ici les travaux d'un monsieur qui s'appelle Marco Chausser, comme ça, qui a été effectué sur 1232 personnes. Alors, vous avez un quart environ des individus qui ont vécu cette expérience de pleine conscience de façon extrêmement déplaisante, hein, plutôt des hommes que des femmes, plutôt des athées que des croyants d'ailleurs. Mais moi ça me pose plein de questions. Alors est-ce que c'était une question de posologie? Est-ce qu'on a pris les gens et qu'on les a fait passer de leur état de transe hypnotique dépressive à un état de pleine conscience, et est-ce qu'on les a amenés trop rapidement, et qu'en fait ce qui a été déplaisant ça a été le choc, et qu'il aurait fallu les amener en douceur petit à petit? Donc dans ces cas-là c'est pas tant la pleine conscience qui est en question, mais son enseignement, la pédagogie en fait qui va autour. Est-ce que ça voudrait dire qu'en mode intelligent design, qu'il y a une part de l'humanité qui serait faite comme ça pour vivre sa vie en transe et pas une autre, et que du coup quand on impose à cette part de l'humanité une forme de pleine conscience, bah on va contre sa nature? Bon, vous savez tous les guillemets que je mets à la notion de nature des choses, j'ai déjà fait une vidéo qui en parle et j'en parle dans d'autres vidéos. Est-ce que quand on a choisi, consciemment ou non, la plupart du temps c'est inconscient, la fuite de soi comme une façon de vivre, hein, comme une way of life, et qu'on se retrouve d'un seul coup en pleine conscience, bah on se prend dans la tronche la différence entre tout ce qu'on se racontait, qui était un peu bidon mais qui nous permettait de tenir, et ce qu'on est vraiment, et dans ces cas-là le décalage est extrêmement inconfortable. Voilà, j'ai trouvé ces questions intéressantes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Personnellement, j'aurais tendance à pencher plutôt pour la première hypothèse. Vous avez des gens qui considèrent qu'on ne peut pas changer le modèle du monde de quelqu'un de plus de 5% en une seule fois. Hein. C'est pour ça qu'il faut parfois plusieurs séances, le temps que certaines prises de conscience puissent arriver. Il faut déjà préparer un terreau suffisamment fertile pour que la prise de conscience puisse arriver. D'autant que quelqu'un qui s'est fui toute sa vie n'est pas forcément pressé de le reconnaître. Ça peut être extrêmement douloureux. Et le risque, si on va trop vite comme ça et qu'on manque de pédagogie, c'est de se transformer en un thérapeute un petit peu violent qui va essayer de forcer son patient à reconnaître qui s'est fui, et ça manque un petit peu de douceur. Personnellement, je suis pas forcément pour que les thérapeutes se transforment comme ça en des espèces de brutes épaisses qui vont forcer le patient à admettre certaines choses. Dis-le! Dis-le! Alors dans un tout autre registre, je lisais l'autre jour un papier du New England Journal of Medicine qui étudie depuis 1986 l'impact sur la santé psychique du fait d'être un enfant de couple lesbien. Je trouve ce sujet absolument passionnant. Mais quand on regarde le protocole expérimental, on se rend compte que les critères retenus pour évaluer la santé mentale des enfants sont extrêmement discutables. Déjà, qu'est-ce que c'est la santé mentale? Eh ben en fait, c'est simple, on n'en sait rien. Ou plutôt, le mental n'est pas le meilleur outil dont nous disposons pour évaluer la santé mentale de quelqu'un. Et ça, c'est problématique quand on veut scientificiser les choses, évidemment. Alors bon, on va prendre des indicateurs indirects, un petit peu comme le quotient intellectuel mesure indirectement l'intelligence. Hein. Donc ils ont choisi l'absence d'abus sexuels, hein, le fait qu'il n'y ait pas eu de traumatisme de cette nature-là, et le niveau d'études. Bon. Deux critères qui, s'ils me semblent pas idiots, me semblent extrêmement restrictifs sur un sujet aussi riche que celui-là. Alors effectivement, certains essayent de définir la santé mentale par la négative, par l'absence de troubles psychologiques. Hein.
Pour paraphraser Montaigne, le thème est tellement complexe qu'on n'est même pas sûr de rien savoir. Hein. On sait tellement rien qu'on n'est pas sûr de rien savoir. En fait, la problématique, c'est surtout d'essayer de rationaliser ça avec le mental. Le mental a besoin d'aplatir les choses pour les comprendre, hein, pour les penser. Et on n'y arrive jamais vraiment avec l'intellect pur. Ce processus-là est constant. Nous créons et percevons un monde simultanément. Et notre esprit le fait si bien qu'on ne se rend pas compte de ce qui se produit. Le mental n'arrive jamais vraiment à penser des sujets aussi complexes que ceux-là. Parce que le mental, par essence, l'intellect a besoin d'aplatir les choses pour les penser. Hein. Et en fait, on n'y arrive jamais vraiment à aborder les choses avec un outil aussi peu performant. C'est Nietzsche qui disait comme ça que le mental momifie le réel. Alors bien sûr, ça permet de produire des chiffres qu'on va pouvoir reprendre dans des présentations sur des tableurs Excel, on va faire des jolis camemberts de couleurs, etc. Ça fait sérieux, on va dire, des trucs du genre dans l'étude de Freeman de l'Université de Californie de San Francisco, 49% des entrepreneurs souffrent de troubles mentaux et 18% en ont au moins 3, parmi lesquels la dépression, l'hyperactivité et l'anxiété. Oui, d'accord, ok, mais en fait, ça donne surtout une espèce d'heuristique de pensée qui va permettre aux gens qui vont entendre ces chiffres d'être plus facilement influençables, plus facilement hypnotisables par le chaman culturel qui les produit. Le monde psychique pose tellement de problèmes de nature hétérogène, biologique, affectif, développemental, psychologique, social, culturel, que ça fait la représentation d'un monde psychique impensable. Donc, si ça n'est pas pensable, on est anxieux, on est confus, on ne peut pas donner forme au monde, on ne sait pas comment s'y comporter, affronter, fuir, chercher à comprendre. Donc, dès l'instant où on nomme les choses, on structure le monde. Donc, ça nous aide à comprendre, et puis aussi, ça peut nous aider à nous aveugler, c'est qu'on peut nommer des choses qui n'existent pas. Donc, on a toujours tendance à nommer ce qu'on ne comprend pas, et on se sent mieux quand on nomme ce qu'on n'a pas compris. Ce qu'on a fait avec la maladie mentale, qui est apparue très tard dans l'histoire humaine, sauf la mélancolie, qui depuis l'Égypte ancienne, depuis Hippocrate, est nommée de la même manière et décrite de la même manière. Et l'épilepsie, qui depuis le papyrus d'Hébers, depuis les anciens, est toujours décrite de la même manière, mais qui a été interprétée de manière différente. C'était la visite par les dieux, ça a été une maladie du cerveau, c'est une maladie relationnelle, mais à chaque fois on a besoin d'une explication pour que nous, thérapeutes, on se sente mieux. C'est pour ça qu'on parle de lâcher le mental dans de nombreuses traditions. C'était Krishnamurti comme ça qui disait à propos du mental « Être sain d'esprit implique que l'on n'a aucune illusion et aucune image de soi ou d'un autre. Vous dites « je suis ceci, je suis cela, je suis grand, petit, bon ou noble ». Tous ces épithètes appartiennent à l'image qu'on a de soi, et dès l'instant qu'on a une image de soi, on est assurément un peu déséquilibré, on vit dans un monde d'illusions, et j'ai bien peur que ce soit le cas pour la plupart d'entre nous. Bien sûr, il ne s'agit pas de ne pas penser, évidemment, ce serait ridicule, mais il s'agit simplement de vivre la peur, de vivre le vide, l'absence de soi, la peur du vide, qui sous-tend, la peur du vide émotionnel, qui sous-tend la réflexion qu'ont les gens et les chercheurs sur ces sujets. T'as pas trop peur du vide? Non, de moi. Ben, c'est la même chose, hein. Et là, on rentre dans le mésotérique, hein, je vous rappelle, exotérique, mésotérique, ésotérique. Comme dirait Jules Renard, les gens qui veulent suivre des règles m'amusent, car il n'y a dans la vie que de l'exceptionnel. Au niveau mésotérique, on va vraiment aborder les choses par les tripes, par le cœur. Mais je vous parle pas d'émotivité non maîtrisée ou d'hystérie, c'est pas ça. Je parle de lâcher le mental et d'aller voir qu'est-ce que le mental nous raconte au niveau de ce qui se passe dans notre vie affective et émotionnelle. D'aller se rencontrer soi-même sans les filtres de l'expérience ni de l'idéologie. Et vous savez quoi? La majorité, pour ne pas dire tous les gens que j'ai pu accompagner dans cette démarche et moi-même quand je l'ai fait, en général, ce qu'on y trouve, c'est pas du tout ce qu'on croyait qu'on allait y trouver. Parce qu'on a plein de croyances ou d'expériences qui nous amènent à nous penser et à nous dire moi je suis ceci, cela, et en fait quand on va se goûter dans les tripes, en fait on n'est pas du tout celui qu'on croyait être. Voilà, l'approche mésotérique, c'est une connaissance essentiellement émotionnelle par la porte du cœur, disent les traditions, une connaissance émotionnelle du soi.
Et ça peut amener à d'énormes désillusions. Hein. Beaucoup de gens ouvrent cette porte quand ils ont vraiment touché le fond, quand ils ont un coup très très dur et qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Leur expérience ne leur sert plus à rien et leur idéologie s'avère fausse dans le réel quand ils la testent. Et donc ils sont à poil, il n'y a plus que eux qui restent, et là ils sentent le vide d'eux-mêmes, et c'est très 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 dur. Heureusement, c'est aussi une opportunité de réussir à arrêter de se mentir et à lâcher l'idéologie et à lâcher l'expérience pour rentrer justement dans une approche mésotérique des choses. Et toucher le fond n'est pas forcément une mauvaise chose, ça peut même être vraiment une ressource. Hein. Comme dirait Rocco Siffredi, ça n'est pas parce qu'on touche le fond qu'on est forcément dépressif. Voilà. Quand on a bien fait le tour de ces névroses justement au niveau mésotérique émotionnel, et petit à petit déjà elles se dissolvent et on commence à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les émotions que l'on ressent. Et on voit la somme de conditionnement familial, socioculturel, hypnotique, etc. des émotions que nous ressentons. Il y a un lâcher-prise qui opère et on commence à réaliser, mais à réaliser dans un calme relatif, hein, comme une évidence incontournable, le néant absolu de sa propre existence. Et là on peut toucher le fond sans que ce soit un problème. J'ai l'impression que tu as touché le fond. Mais j'ai constaté que dans le fond du fond, il n'y a pas de... Mais cela demande une exploration, j'insiste là-dessus, qui se fait en pratique. C'est pour ça que je vous dis que l'hypnomachie réellement ne peut se faire que les yeux dans les yeux, pas via des vidéos. Les vidéos, c'est du teasing, du divertissement, c'est pour faire connaissance, c'est plein de choses. Mais on ne peut pas faire de l'hypnomachie au-delà du niveau exotérique sans une relation les yeux dans les yeux. Donc voilà, donc ça demande une praxis qui amène à une espèce de relâchement. Physique, hein, de relâchement, de détente, loin des conventions sociales, des obligations, des rituels. Comme Noël, je m'en fous, Pâques, je m'en fous, le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous même pas. aussi. Et cela amène à cette phrase de l'évangile de Thomas où Jésus dit « Celui qui connaît le monde découvre un cadavre, et celui qui découvre un cadavre, le monde ne peut le contenir. » On en revient à une notion de logique sacrificielle, mais intrapsychique cette fois. Hein. C'est comment est-ce que lorsque le moi se crée, le sentiment de soi se crée, hein, le moi usurpateur des traditions, ce que certains appellent l'ego, comment est-ce que le moi se crée? Ça se fait par l'exclusion d'un pan du réel. Et par définition, le réel, il a tendance à revenir. Donc du coup, on va devoir le redégager, et il revient, et on le refoule, machin. Donc il y a du refoulement, du déni, etc., et plein de mécanismes de défense psychique. Et donc c'est un processus dynamique d'exclusion et de logique sacrificielle. Hein. Et ça, c'est terrible, parce que le modèle de la dépression, c'est un modèle statique. Alors que le processus qui génère la dépression est un modèle dynamique. Donc peut-être que déjà, on pourrait commencer à utiliser des modèles pour comprendre la dépression qui n'ont pas 30 ou 40 ans de retard. Je monte sur mon bureau pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. Oui, le monde est différent vu de mon bureau. Vous ne me croyez pas? Venez voir vous-même, venez. Allez, venez. Dès qu'on croit savoir quelque chose, messieurs, il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. Il faut essayer. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. Trouvez votre propre voie. Donc ce que je vous propose, c'est à titre d'expérience, transformer dans vos conceptions, vos dialogues internes, vos écrits, etc., l'expression dépression par la notion de vide de soi, et voyez qu'est-ce que ça change dans votre expérience, tout simplement. Aldous Huxley disait « La réalité ne peut être passée sous silence, sauf moyennant un prix à payer. Et plus on persiste à la passer sous silence, plus le prix à payer devient élevé et terrible. » Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, disait que la dépression est la récompense que l'on obtient pour notre conformité. En fait, c'est le décalage que vous pouvez ressentir avec vos tripes entre le réel, l'expérience que vous faites du réel, et ce que vous disent ou ce que vous ont dit la socioculture ou différents chamans culturels que quelque part vous croyez encore si vous êtes en dépression. Évidemment, si vous n'êtes pas en dépression, j'ai rien à vous dire là-dessus. Voilà. Mais ce décalage entre des formes d'hypnose qu'on a laissé rentrer parce qu'on était un système nerveux faible et influençable, et aujourd'hui arrivé à l'état adulte, il y a plein de choses comme ça que les gens ne remettent pas en question et qui sont totalement pathogènes. La dépression, en fait, c'est quand on vous a menti et que vous y croyez encore, malheureusement. Alors certains
certains, pour essayer de se libérer de ces injonctions hypnotiques, rentrent en réactance et réactivent ce qu'on appelle l'enfant rebelle. C'est-à-dire, au lieu d'être un enfant soumis et de laisser les influences hypnotiques comme ça rentrer dans leur crâne, ils rentrent dans l'enfant rebelle, ils disent non, 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 c'est pas vrai, etc. Mais s'ils réalisent pas qu'en faisant ça, ils quittent un piège pour un autre piège, malheureusement. Je pense par exemple à quelqu'un comme Suzy Simpson, hein, qui soutenait, je cite, c'était une féministe qui soutenait que les sophismes supposément logiques ne s'appliquent pas aux femmes et au féminisme, tout comme la classification des troubles mentaux du DSM ne s'y applique pas non plus. Oh bah oui, hein. Alors là on voit bien que c'est intéressant parce que il y a une espèce de double mouvement, mais l'envie de se libérer d'un hypnotiseur malfaisant est intéressante, réellement intéressante dans cette démarche. Le problème c'est que sa méthode est encore un peu adolescente et gagnerait à devenir plus adulte. Arrête de faire l'enfant, je t'en prie, reviens dans ton adulte. Mon adulte te dit merde. Quand on est en dépression, en gros et en clair, on s'est fait copieusement hypnotiser et on vit la vie au travers d'un récit, au travers du filtre d'un récit qui est aliénant et qui nous enchaîne littéralement. Et comme les institutions, par définition, se basent sur des logiques sacrificielles, et qu'il n'est pas au programme de remettre en cause ces logiques sacrificielles sous peine de faire s'effondrer l'institution, et ben l'institution va pathologiser, comme ça, les récits individuels considérés comme déviants. Hein. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter, car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. Vous souffrez d'une maladie qui vous conduit à avoir des comportements inappropriés. Déviant, ça vient de déviare, hein, c'est un mot qui est arrivé en français vers le XXe siècle, et qui désigne simplement le fait de sortir du droit chemin. Donc sous-entendu, l'institution a le droit chemin, et si vous sortez du droit chemin, eh ben, vous êtes un malade, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que l'individu va finir par y croire, hein, parfois même contre lui-même. Il va peut-être parfois préférer s'aliéner et ne plus écouter ses propres émotions authentiques, mais rejoindre le groupe, hein, pulsion grégaire, dans les récits collectifs. C'est ça la force des pulsions grégaires. C'est ce qui faisait dire à Toby et Cosmi en 1992 que la culture était une forme de glu universelle. Hein. C'est qu'il est très très difficile de s'échapper comme ça de ces pulsions grégaires, et que la plupart d'entre nous, on préfère justement s'y aliéner. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que l'État, par exemple, hein, qui est une institution comme une autre, va subventionner un certain nombre de psychologues, de psychiatres, etc., qui vont jouer le rôle de ce que Bloom appelle des agents de conformité. Hein. C'est-à-dire des agents de conformité, ce sont des membres d'un système qui ont comme fonction de faire rentrer tous les membres du système dans le droit chemin, et pour que le système garde son homogénéité, hein, c'est-à-dire des gens qui vont hypnotiser les gens pour perpétuer en fait les logiques sacrificielles qui sous-tendent les interactions sociales, tout simplement. En gros, c'est les Smiths de Matrix. Vous entendez, monsieur Anderson ? Ça, c'est le son de l'inéluctabilité. C'est une question très très large, très très vaste, parce qu'il y a énormément de débats d'éthique, il y a énormément de conceptions différentes. Hein. Vous aviez en 2003, comme ça, vous aviez des gens qui avaient proposé de guérir comme ça le syndrome post-traumatique, notamment avec un usage massif de bêta-bloquants, et vous avez plein de psys qui se sont dit oui, mais il y a un débat parce que oui, ça traite les troubles, les gens se réveillent plus dans leur sommeil comme ça, mais ils sont un petit peu comme anesthésiés et ils perdent une certaine forme d'humanité. Et effectivement, est-ce qu'un psy est un agent de conformité et donc a juste comme but de ramener les gens dans le droit chemin pour que les gens puissent, enfin pour que la société en fait puisse continuer à avancer, ou est-ce que les psys ont un autre rôle qui consiste à connecter les individus à leur humanité profonde? Moi je serais plutôt dans ce deuxième camp, hein, vous l'avez compris. Voilà, mais ça pose vraiment la question de la part de logique sacrificielle qu'on est prêt à accepter dans ce métier. Voilà, on en reparlera bien sûr dans une prochaine vidéo parce que le thème est très très large, très très vaste et mérite mieux que d'être traité comme ça en 5 minutes à la fin d'une vidéo sur la dépression. Je terminerai en tout cas cette vidéo avec une phrase de Swami Prajnapad: être libre, c'est être libre du père et de la mère, et rien d'autre.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, je vous laisse nous rejoindre sur la page Facebook Hypnomachie. Merci aux tipeurs, encore qu'ils sont un peu moins nombreux après ce mois d'été où je suis resté sans vous faire de longues vidéos. Voilà, j'espère que vous reviendrez bien nombreux. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo, hein, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos feedbacks, vos remarques, vos questionnements, etc. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire, j'essaie de vous répondre à tous dans la limite de mon temps disponible. Voilà, et vous avez les conseils de lecture sur la page Facebook, sur le site, pardon, Facebook Hypnomachie. Voilà, allez, salut Internet. If you're always stealing goodies from a big department store, you need an analyst, a psychoanalyst. If your pocket's full of little things you never owned before, you need an analyst, a psychoanalyst. If somebody says good morning and politely tips his hat, and you frown and say, I wonder what he really meant by that. If you're walking down the sidewalk and you won't step on a crack, you're afraid if you step on a crack you'll break your mother's back. If you're at the Philharmonic and you start to do the twist, you need an analyst.